tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce bilan lecture et en même temps bilan. Donc pour une fois j'ai décidé de rassembler les deux parce que ayant la rentrée qui approche et ayant une pile énorme de livres en fait à vous présenter, je me suis dit que j'allais réunir les deux pour cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous gêne vraiment que je réunisse ces deux un petit peu concepts, ou si pas du tout, ça vous dérange pas que j'incorpore les bilans avec les bilans lecture. Et pour aujourd'hui, je vais compter à peu près combien de mangas j'ai à vous présenter et il y a pas mal de choses. Voilà, le compte est fait, il y a 24 mangas à vous présenter, dont 2 coups de cœur ainsi que 2 romans. Donc les romans je les ferai à la fin pour ceux que ça intéresse. Et on va commencer tout de suite avec le bilan lecture. Pour l'aperçu rapide du bilan lecture, voilà tout ce que vous allez avoir. Donc c'est vraiment toutes mes lectures depuis un petit moment parce que c'est que le Dex Maiden of Amnesia, je les ai lus il y a 2 mois quasiment. Donc ça fait vraiment un petit moment, donc ce sera un peu tout mon récap de lecture de l'été, même si j'ai pas beaucoup lu. On commence donc ce bilan lecture avec ma relecture du moment, parce que j'ai plusieurs séries à relire. Donc en ce moment je relis les tomes de Blue Exorcist, donc j'en suis au tome 7 sur mes 15 actuellement. Donc voilà, donc Blue Exorcist édité chez Kazé de Kazue Kato. Voilà, magnifique tome, toujours pas... Si, toujours une page couleur, voilà, je me souviens même plus, ça... Je l'ai lu au mois de mai en fait, donc je vous avoue que ça date un petit peu. Donc dans ce tome 7, on va essayer de vous montrer les images. Donc là j'essaie de plus faire de focus, n'hésitez pas à me dire si l'image est quand même potable, normalement elle devrait l'être. Voilà, donc petite parenthèse. Dans ce tome-là, en fait, on continue à poursuivre le démon de Fujio. Voilà, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc on sait enfin qui est le traître donc, dans cette tribu, donc dans la tribu de Ryoka, il me semble, de Ryota. Donc là où vit son père et tout ça. On sait qui est le traître, on sait qui a décidé de libérer ce démon et donc de réunir les deux yeux et de faire ressusciter cet énorme démon. Donc Rin et ses amis qui ont enfin passé leur coup de gueule du mode oh ben Rin c'est le fils de Satan, du coup on fait un peu la gueule parce que c'était un peu ça dans les derniers tomes. Voilà, se décident de se mettre en combat parce que tout simplement on a donc le père de Ryuji. Voilà, j'étais totalement loin il y a 2 secondes. De Ryuji qui est donc en danger parce qu'il a décidé d'affronter donc le Fujio pour le ralentir et qu'il n'attaque pas tout le monde. Et voilà, donc ça va commencer sur un combat, il y a pas mal de révélations, ça s'enchaîne pas mal. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui voudraient commencer la série. Mais voilà, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ont la flemme de lire le manga, parce que voilà, enfin la flemme ou pas les moyens parce que actuellement le manga fait 16 tomes en cours, donc ce qui est assez long. Il y a un animé, une première saison de l'animé et une saison 2 qui est en préparation et qui va sortir prochainement, donc je vous le conseille en animé autant qu'en manga. Ensuite on continue avec le tome 3 de Haru Alice, le dessin de Ikumi Kakagari et le scénario de Ei Nioma, donc le 3e tome édité chez Kazé sur les 12 prévus de cette série, voilà. J'oublie toujours s'il y a une page couleur parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement les graphismes qui sont très très beaux dans cette série, là il y a rien à redire, ils sont juste sublimes. Alors, petit point avant de vous parler de ce tome là, je crois qu'il y a à peu près une... c'est pas une malédiction, c'est un petit truc qui se répète dans tous les livres que j'ai lus, dans tous les mangas qui reprennent l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, c'est que c'est incompréhensible. En fait, vous pouvez le lire, vous allez comprendre, vous n'allez pas tout comprendre. C'est ce qui m'est arrivé avec Pandora Hearts et Alice au Royaume de Cœur, c'est-à-dire que je lis, je comprends des trucs, mais il y a des détails que je sais qui me passent là et que je les comprends pas. Donc pour moi, les séries comme ça, donc Haru Alice, si vous voulez vous lancer dedans, je vous conseille d'attendre que tous les tomes soient sortis pour pouvoir vraiment essayer de vous les enchaîner au maximum parce que sinon c'est très difficile de se souvenir d'un tome sur l'autre, de ce qui s'est passé et d'arriver à lier tous les petits éléments. Alors dans ce tome 3, on va tout d'abord un petit peu plus explorer la relation entre la Reine de Cœur et Alice et principalement qui est la Reine de Cœur, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et le reine entre guillemets, voilà. On va aussi voir on va revoir un petit peu de l'histoire avec la duchesse qui était donc le substitut d'Alice en sachant que c'était une enfant. On va aussi avoir le professeur, en fait le chapelier porte un autre nom qui est le professeur et le professeur doit accepter Alice, enfin accepter qu'elle est l'Alice, la véritable Alice. Voilà, le chapelier veut pas entendre parler, enfin c'est son rôle mais il veut pas entendre, c'est très compliqué. Et voilà, on va finir le tome sur le fait que donc le chapelier et Alice vont chez le Loir pour essayer de trouver le lapin blanc et que bah là, sur la fin, ça repart totalement en gag alors que pour une bonne partie du manga, je comprenais rien, c'était très sérieux. Et on a aussi un gros passage avec le lapin blanc et chose totalement étonnante,
c'est que le nom de Lewis Carroll est cité. Donc pour ceux qui ne le sachent pas, Lewis Carroll est donc l'auteur de Alice au Royaume au Pays des Merveilles, voilà. Et du coup, ça m'a assez étonnée qu'il soit cité comme ça, que le Lapin Blanc ait conscience d'être dans une histoire d'un auteur et que Lewis Carroll soit un personnage réellement du manga. C'est assez compliqué d'avoir mis tout ça dans ma tête, et de vous l'expliquer est encore plus compliqué, mais je vous le recommande, c'est vraiment assez sympa et je vous fais vraiment un débrief quand j'aurai fini les 12 tomes parce que c'est incompréhensible, je pense, tout ce que je dis. Ensuite, on a la fin de Ducks Maiden of Amnesia, le 8, le 9 et le 10, donc de chez Darkana par Maybe, la fin de cette sublime série que j'aurais découvert totalement par hasard et qui au final m'aura emporté totalement. Donc voilà le 10e tome. Le 10e tome, que vous verrez, enfin que vous voyez, tranche énormément avec tous les autres tomes qui ont une couverture très sombre et le 10e tome qui est tout blanc avec Yuko dessus. Voilà. Donc la fin de cette saga était juste magnifique, triste, tout ce que vous voulez, mais elle était vraiment sublime. Si l'histoire vous intéresse, je vous invite à vous plonger dedans. Il me semble aussi qu'il y a un starter pack, c'est-à-dire les 3 tomes au prix de 2, donc les 3 premiers tomes. Alors dans ces 3 tomes, en fait, tout simplement, Yuko va enfin faire face à son passé. Elle va enfin faire face à son ombre. Voilà, on va enfin découvrir ce qui s'est réellement passé parce que pour l'instant, on était aiguillés, on savait qu'elle avait été sacrifiée et tout ça, mais comment est-ce que tout en est arrivé là? On va voir aussi sa relation avec Teishi, comment est-ce qu'elle va évoluer maintenant que, voilà, quand tu acceptes qui tu es, il se passe certaines choses et tout ça. Et la fin était vraiment magnifique, c'était vraiment sublime. Je vous le recommande à 10 000%, je ne sais pas ce que vous animez, parce qu'il me semble qu'il y a un animé dessus. Mais voilà, c'était une sublime série en 10 tomes. Voilà, je vous conseille, si vous aimez les trucs un peu de fantômes, un petit peu surnaturel, avec de la romance, ce manga était vraiment magnifique et je vous le recommande. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus gore, tout simplement. L'Attaque des Titans Before the Fall, le tome 6, pardon, je prends déjà un peu loin. On va refaire vite fait l'histoire originale de Hajime Isayama d'après le roman de Ryo Suzukaze, le dessin de Satoshi Seki et le caractère de Torres Shibamoto aux éditions Pika dans leur collection Shonen. Là c'est bon, normalement il manque rien. Donc voilà, avec en couverture, donc il me semble que c'est le personnage de Angel que l'on a en couverture. Voilà, hop, je vais vous montrer un petit peu les dessins donc, de cette œuvre, donc le préquel de Shingeki no Kyojin, l'Attaque des Titans. Alors dans ce tome 6 tout simplement on va découvrir quelque chose que j'attendais depuis le début, depuis que j'ai acheté le premier tome de Before the Fall et je pense pendant que je lisais l'Attaque des Titans tout simplement, c'est comment est-ce que on a tué le premier titan. Voilà. Donc c'est le personnage que vous voyez ici qui s'appelle Angel, qui est donc le créateur du dispositif, qui deviendra plus tard le dispositif de manœuvre tridimensionnelle. Et comment est-ce qu'il a tué le titan? D'abord, comment est-ce qu'ils ont trouvé leur point faible? Comment est-ce qu'il l'a tué? C'est vraiment très intéressant son histoire et j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, donc on découvre comment est-ce qu'on a tué le premier titan, quelles étaient les... Voilà, la situation à l'époque. Voilà, on était vraiment au cœur de l'action à ce moment-là. On a donc Kilo et Cardina qui vont commencer l'entraînement parce que on arrête de roupiller maintenant, c'est l'heure, on va intégrer les bataillons d'exploration, c'est leur objectif parce que Kilo il veut buter du titan, hein, voilà tout simplement, voilà, ça lui a donné envie de tuer tous les titans. Et on a un petit problème de taille, voilà, parce que du coup Carla est pas une simple fille, hein, si vous vous souvenez, je sens que je l'avais dit dans les premiers bilans de lecture, j'ai un doute parce que je me sens pas que j'avais commencé par la série, mais en fait Carla est donc en fait une fille de très très riche famille et donc elle a un frère qui s'appelle Xavier. Et il a fait passer sa sœur comme si elle avait été dans un pensionnat alors que c'est tout simplement échappé avec l'enfant des titans. Et du coup, Xavier a enfin trouvé où est-ce qu'elle était et du coup il s'est dit, eh ben je vais aller la récupérer de force. Donc voilà, on finit le tome sur ça. Donc qu'est-ce qui va arriver à Carla? Qu'est-ce qu'il va faire Xavier? Parce que c'est pas un grand frère modèle, c'est plutôt un gros tortionnaire. Donc voilà, donc c'est une très bonne série, je trouve, qui... Comment vous expliquer? Je pense que je leur dis à chaque fois, si vous avez le choix, lisez plutôt l'Attaque des Titans parce que ça, c'est une bonne série, mais il manque tout le suspense et toute la tension qu'on peut avoir dans les chapitres de l'Attaque des Titans normal. Ensuite, on a une autre fin de série, donc il s'agit du 3e et dernier tome de Last Note de Kanoko Sakura Kuji, donc l'auteur de Blackbird, donc chez Pika Édition. Le dernier tome de cette petite série qui m'a fait donc découvrir l'auteur. Et ensuite, je me suis jetée sur Blackbird de façon totalement intensive. Voilà, donc pour les graphismes,
c'est quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les graphismes, j'aime beaucoup les traits de personnages, et quelque chose que j'aime beaucoup chez cet auteur, maintenant que voilà, j'ai relu un peu Blackburn dernièrement, c'est que très généralement, quand vous regardez les œuvres de même auteur, c'est que leurs personnages se ressemblent énormément. Or là, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de ressemblances entre les personnages de Blackbird et les personnages de Last Note. Niveau physique, en fait, je parle parce que voilà, ça m'arrive très souvent de lire. Par exemple, je pense à l'auteur de Full Moon Saga Shite qui a aussi fait The Gentleman Silence Cross, et le nombre de fois où je me suis loupée en pensant que c'était une image de l'héroïne de The Gentleman Silence Cross alors que c'était une image de l'héroïne de Full Moon Saga Shite. Voilà, c'est assez énorme. Donc dans ce dernier tome, on va aborder deux relations très importantes. Tout d'abord, la relation entre Emiru et Aki. Voilà, tout simplement, cette relation-là qui va être mise un petit peu à rude épreuve. Mais on va aussi apporter une relation très importante que j'ai beaucoup appréciée. Il s'agit de la relation de Aki et de Haru, qui était vraiment très belle, très jolie. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce dernier tome, je trouve qu'il conclut bien la série. Je suis pas restée sur ma faim, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Tout est réglé, tout est mis en place, enfin voilà, tout est mis en place comme dans une fin. Et j'ai adoré aussi le dernier petit chapitre parce que je m'y attendais tellement pas. Pour moi, c'était réglé, c'était fini, c'était tout le monde dit il est beau, tout le monde dit gentil, tout le monde dit il est heureux, et bam, allez hop, je rajoute ça en plus. Et j'ai beaucoup apprécié, je trouvais ça vraiment très mignon. Donc voilà, Last Note, je vous recommande, c'est 3 tomes, c'est pas beaucoup, donc voilà, je vous recommande vraiment cette série, ce petit shoujo qui est vraiment superbe. Ensuite, on passe à une suite de l'une de mes séries préférées, il s'agit de Seraph of the End, de le tome 6. Donc le scénario de Takaya Takagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuura. Je vais y arriver à force de les dire souvent. Donc voilà le tome avec Kururu en figurine noire, en devant de couverture, avec le magnifique poster du... Alors j'ai retrouvé son nom parce que je l'avais noté, de Shiro et donc de son démon. Donc son arme démoniaque. J'adore ces petits posters que je trouve vraiment magnifiques. Pour les graphismes, voilà, on est sur quelque chose de franchement sympathique. Voilà, c'est pas le nouveau graphisme qui va révolutionner le genre, mais il est vraiment sympathique. Alors dans ce tome là, beaucoup de choses se sont passées et bon Dieu, qu'est-ce que j'attends les prochains tomes. Parce que ayant vu l'animé, je sais tout ce qui se passe en fait dedans dans ces tomes là, même si c'est un bonheur de les relire. Mais j'ai hâte de voir la suite pour voir déjà si ça colle à l'animé ou pas. Mais il me semble que vu que l'animé cale à la case près du manga, je pense que ça l'a suivi. Je sais pas pourquoi ils auraient fait un tournant comme ça. Donc déjà dans ce tome là, on a donc Yu et Shiro qui vont s'entraîner avec leur arme démoniaque. Donc c'est-à-dire pour développer en fait, pour pouvoir utiliser le pouvoir de leur arme démoniaque. Et pour ça, ils vont devoir se confronter de nouveau à leur passé, parce que les démons, eux, ils ont qu'une seule envie. C'est tout simplement prendre possession de leur corps et faire n'importe quoi avec. Faire leur rôle de petits démons, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc ils vont commencer à s'entraîner, ils vont voilà, retourner dans leur passé et vaincre leur passé encore une fois, parce qu'ils sont tous les deux un passé qui n'est pas très joyeux, je pense, comme beaucoup de personnages de cette série. Mais on a surtout, de nouveau, l'évocation du Séraphin de la fin, Séraph de la fin, je sais pas comment on dit, mais voilà. Alors que bon, voilà, le titre c'est comme Seraph of the End. Voilà, mais on a que des évocations et pour l'instant on a une évocation comme quoi ce serait lié à l'orphelinat. Voilà, je vous en dis pas plus. Et principalement, beaucoup de choses se préparent parce que Kululu, donc la chef des vampires, a décidé que ça suffisait maintenant. Elle déclare la guerre et elle envoie ses vampires sur le front. Et au même moment, on a donc la famille Hiragi, il me semble que c'est eux qui donc gèrent toute l'armée démoniaque du Japon, qui décident que aussi ils vont passer à l'action et ils ont décidé de tuer des nobles, donc des vampires nobles, c'est des vampires très puissants. Donc va s'engager la bataille de Nagoya qui est une très très grosse bataille qui attend beaucoup de choses et j'ai très hâte de la lire. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette série, il faut savoir que donc, le tome 7 est déjà sorti, il me semble, le tome 8. J'ai aucune idée de quand il sort, ça je suis vraiment désolée, comme je savais pas quand est-ce que j'allais tourner la vidéo, j'ai pas noté les dates de sortie. Et voilà, je vous recommande cette série, il y a un starter pack, après, voilà, on ne sait pas quand est-ce que cette série s'arrêtera, ça peut faire une Black Butler ou une des Greyman, quand on dit ça, ça veut dire une série qui part sur minimum 20 tomes. Donc voilà, donc je vous recommande cette série, mais voilà, pour les petits budgets, c'est peut-être pas forcément facile de la commander. Et pour le dernier tome de ce bilan lecture, on aura le 4e et avant-dernier tome de Crystal Girl, donc de Shiyu Takaoa aux éditions Pika, qui a toujours une bonne découverte, voilà, que j'ai pris totalement au hasard en disant allez on va faire un petit shoujo plein de couleurs pour voilà, décompresser tout ça, qui est vraiment magnifique.
Voilà, donc les couvertures sont toujours magnifiques, même si ma préférée reste celle du tome 3. Voilà, au niveau des graphismes, c'est tout mignon, c'est tout chou, j'adore vraiment. Donc dans ce tome 4, tout simplement, Kokoro retourne à la boxe en disant voilà, faut qu'elle réinitialise, faut qu'elle sauve tout le monde. Et puis bah, quand elle va arriver, pouf, un brillant. Donc il me semble que c'est le brillant de Saphir, donc les brillants, pour vous faire un petit rappel, c'est en gros les boss de chaque zone. Et Kokoro doit récupérer les steps de chacun d'entre eux pour pouvoir réussir à réinitialiser la box. Et du coup elle va se retrouver dans la zone du brillant d'Emeraude, voilà, qui est magnifique. Donc là vous avez Julio qui est donc la brillante de Ruby qu'on avait déjà vu dans les tomes précédents. Et donc là c'est Macy, ouais, je sais pas trop comment le prononcer, qui est donc la brillante d'Emeraude qui a donc un soin en fait, des pas de danse qui sont le Cureful, qui veut dire en fait c'est une danse de soins quoi, voilà tout simplement c'est une danse orientale de soins. Donc tous les blessés se retrouvent dans cette zone, donc Haruto, donc l'ami de Kokoro s'y retrouve, il s'y retrouve. Voilà, par contre petit souci, c'est quoi tout simplement, les brillants ont bossé énormément sur leurs steps. Leurs steps sont une partie d'eux, donc s'ils les donnent, ils ne les récupèrent pas, il faudrait qu'ils les refassent entièrement. Et voilà, c'est un peu ce qui bloque, et principalement Julio qui bloque parce que son step est un step d'attaque en fait et qui lui permet d'aider à défendre tout le monde et elle est là pour faire régner l'ordre dans la boxe et elle ne peut pas tout simplement donner ses steps à une débutante, voilà ce qu'elle dit. Donc c'est un petit peu le problème de ce tome là, c'est comment est-ce que Kokoro va réussir à récupérer les steps en sachant que les brillants ils tiennent énormément. Ensuite on va avoir une petite, petit passage après qu'elle ait fait son petit tour dans la zone émeraude et elle va passer dans la zone d'aigle marine. Ouais, je savais pas que cette pierre existait mais bon. Voilà, et en fait, dans cette zone-là, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de brillant. Il y a deux prétendantes qui s'affrontent, le signe noir et le signe blanc, qui sont donc des représentations de la pièce Le Lac des Signes, pour ceux qui connaissent. Moi je viens de l'apprendre hein, dans le manga, je l'ai appris. Et voilà, et il va donc s'y rendre, et il va se passer pas mal de choses. Voilà, on rentre tout juste dans la zone et on voit que ça n'a pas l'air totalement simple. Et voilà, donc franchement, ce petit manga est vraiment très sympathique en 5 tomes. J'ai hâte de voir le dernier tome, et en même temps j'ai un petit peu peur parce que vu comment ça avance, je me dis que dans le 5ème tome, j'ai peur que tout passe très très vite. Parce qu'il reste encore beaucoup de brillants à rencontrer, beaucoup de brillants à affronter. Et je trouve que ça va peut-être passer très très vite dans un 5ème tome. Voilà, la partie bilan lecture est finie, je crève de chaud comme c'est pas permis. Hein, merci, ça t'était trop chaud malheureusement. Donc on va passer maintenant à la partie du bibi bilan. Et alors là, je peux pas vous le montrer parce que la pile est actuellement haute comme ça. Hein, voilà, donc je risque pas de le porter. Mais bon, on va faire ça pas rapidement, mais vous allez voir, et je redis, il y a 2 coups de cœur dans cette bibi bilan qui étaient juste des coups de cœur magnifiques. Donc on commence ce bibi bilan avec les 4 premiers tomes de Hajin, semi-humain, donc de Gamoron Sakurai aux éditions Glénat. Donc voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes sur les 6 actuellement parus. Hop, je sais pas comment je les tiens, mais j'espère que vous voyez bien malgré un petit peu les reflets qu'il peut y avoir. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est une série, il y a actuellement 6 tomes de paris en France, 8 au Japon et cette série est toujours en cours. C'est un seinen de genre c'est un seinen de genre action, drame, horreur, mature, mystère et surnaturel. Et tout simplement en fait les Ajin ce sont des êtres totalement immortels. Et comment est-ce qu'on découvre un Ajin? Et bah tout simplement quand il meurt en fait. Et en fait il meurt mais il meurt pas. Voilà, c'est-à-dire que quand quelqu'un passe sous un camion et qu'il se relève, c'est un Ajin. Voilà, tout simplement. Et on va tout d'abord commencer par suivre l'histoire donc de Kei Nagai qui va découvrir tout simplement qu'il est un Ajin. Il va commencer à se faire traquer parce qu'il y a des primes sur les Ajin et que voilà, quand vous êtes un Ajin, il y a un petit peu le gouvernement qui fait des expériences sur vous en sachant combien de temps tu peux te régénérer, comment est-ce qu'on peut te faire tuer, en sachant que les Ajin ressentent la douleur de la mort, hein, ils sont pas totalement insensibles. Donc voilà, il s'enfuit avec un de ses amis. Et on va suivre en fait pas mal d'histoires, on va suivre donc l'histoire donc j'ai bien son nom, de Kei, on va suivre l'histoire de Tosaki, qui est donc un scientifique qui va tout simplement, qui étudie en fait les Ajin et qui est assez poussé dans leurs recherches. On va aussi suivre le personnage de Satu qui est d'un Ajin qui... J'ai même pas envie de dire qu'il a basculé du mauvais côté parce que quand l'objectif du gouvernement c'est de te disséquer en petits morceaux, bon, t'es un petit peu en colère et lui il est assez en colère et son but en fait étant de tuer à peu près tout le monde. Voilà, à peu près comme ça. Ça résume bien son objectif. Voilà, et ensuite on va suivre un autre personnage qui est donc un Ajin qui s'appelle
Konako, voilà, qu'on découvre à la fin du 4e tome. Mais principalement, si vous avez vu les couvertures, il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre? Ouais. C'est-à-dire que le personnage principal, sur les couvertures, c'est des ombres. Et en fait, les ombres sont des IBM. Alors, je sais que c'est dit dans le manga ce que veut dire les IBM, mais j'ai pas retenu du tout. Parce que moi déjà j'appelais ça les ombres. Il me semble que je sais pas si c'est dans le manga ou quoi, les autres ou les ombres, mais moi je les appelle comme ça. Et en fait, les Ajin ont ce pouvoir de faire, de matérialiser un fantôme noir qui va leur permettre de le bouger, de faire vraiment tout avec, d'être à deux endroits en même temps. Et c'est vraiment une arme parce que les êtres humains qui ne sont pas des Ajin ne les voient pas du tout. Donc voilà, c'est une arme extrêmement puissante. Voilà, donc c'est des ombres noires et il y a un énorme mystère à propos de ces ombres. Il y a énormément de mystères en fait. Ce manga est très très bien, je l'aime beaucoup. Mais le souci c'est qu'au bout de 4 tomes, j'ai toujours aussi l'impression d'être perdue qu'au tome 1. C'est-à-dire que j'apprends des petits trucs, mais que je suis toujours dans le flou. Je sais toujours pas ce que c'est. En même temps, je pense que c'est logique, parce que si au bout du tome 2 ils me disaient ce que c'était les Ajin, ce serait un petit peu trop simple, il n'y aurait pas assez de mystère. Mais franchement, je le trouve vraiment sympathique, voilà. Je ne sais pas ce que vaut l'animé parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il me semble, au niveau surtout du... Je dirais pas du moteur graphique, mais voilà, du chara-design et de l'animation. Et voilà, le manga est assez sympathique. Après, je pense que je vais continuer à l'emprunter parce que... Voilà, il ne me plaît pas encore assez pour que je me dise je me lance dans cette nouvelle collection qui n'a toujours pas de... Ensuite, on passe à mon premier coup de cœur. Il s'agit du Berceau des mers, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, donc The Cradle of the Sea de Mei Nagano, donc aux éditions Komiku. Voilà, c'est... Ça par contre, dès que j'ai un petit peu de budget, je m'occupe de les acheter. Et ça, je vous recommande de les acheter, même si c'est une série en cours, parce que tout simplement c'est une série en cours, mais qui n'a actuellement que 3 tomes, autant en France qu'au Japon, donc... Voilà, si ça nous fait comme un Degrayman et que ça vous sort un tome par an ou tous les 2 ans, c'est pas trop grave. Alors je vais vous montrer au niveau des graphismes. Si j'ai pas montré de graphisme d'Ajin, parce que là j'ai un doute, je vous mettrai une petite photo à côté. Hop, voilà, au niveau des graphismes. Je trouve ça vraiment sympathique au niveau des graphismes, j'aime beaucoup le trait. Mais c'est pas ça qui m'a plu principalement dans ce coup de cœur, c'est l'histoire et les personnages qui sont juste énormes. En fait, les personnages... Déjà l'histoire est pas du tout banale, parce que c'est pas une histoire banale en mode zombie ou fairy tale ou quoi que ce soit comme ça, qui est une histoire somme toute banale au départ. Tout simplement l'histoire va parler de Emma et de Evans principalement. Donc en fait Emma, bah voilà, elle était un peu... je vais pas femme à tout faire, mais il me semble qu'on appelle ça une fille au père, c'est-à-dire qu'elle est là pour s'occuper de Evan, donc l'enfant, et qu'elle reste dans la maison, elle fait un peu la cuisine, un peu le ménage et tout ça, elle est logée, nourrie et tout ça. Et en fait un jour son maître totalement disparaît, donc le père d'Evan. Il disparaît et du coup c'est la famille proche qui récupère Evan et elle est renvoyée au bas fond de la ville, donc à faire la servante, à voilà, récolter des sous et qu'un mec lui prenne tout quand elle revient le soir. Et en fait à un moment elle va découvrir que tout simplement en fait son maître n'est pas mort. Et donc du coup elle décide, ni une ni deux, elle embarque Evan parce qu'il est totalement maltraité par oncle, tante. Et elle sait que son maître était parti en Amérique, donc du coup elle fonce, elle embarque sur un bateau et elle décide de tout faire pour retrouver son maître. Et dans ce bateau, tout d'abord on va rencontrer plusieurs personnages, donc l'un de mes personnages favoris, donc le premier qui est ici qui s'appelle Louis, qui est donc le mécanicien, hein, tout simplement, qui est un mécanicien qu'en plus a un grand moins, je trouve ça... Je sais pas pourquoi, je le kiffe, voilà, j'adore ce personnage. Et on a l'autre personnage... son nom j'ai un Niel, voilà, qui est donc le navigateur de du bateau en fait où ils embarquent pour simplement retrouver le maître d'Evan. Mais il faut savoir que voilà, dans l'histoire, elle se fait passer pour un garçon sur le bateau, tout ça. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué mais c'est vraiment génial et surtout, voilà, il y a un mystère énorme autour d'un bateau qui s'appelle le Cradle of the Sea. Deux des personnages, donc Emma et Louis principalement, ont un lien très fort avec, c'est-à-dire qu'il y a un mystère autour de ce bateau et voilà, j'ai vraiment très beaucoup, voilà, je parle plus français tellement j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment un manga coup de cœur, je me suis enchaîné les 3 alors que voilà, j'ai pas lu énormément de mangas cet été, mais c'était vraiment un bonheur, tout est logique, les personnages, l'ambiance, tout est bien, tout est vraiment bien fait. Et voilà, je vous le reconseille, tout ce que vous voulez, c'était une pure tuerie. Ensuite, on continue avec le premier tome de Shiaya Furu de Yuki Yutsugu aux éditions Pika. Alors, pour faire une toute petite parenthèse, je vais donner mon avis sur le premier tome, en sachant qu'il y a un animé et en sachant que je pense qu'il faut au moins prendre les 3 premiers tomes à lire d'un coup
pour vraiment totalement se plonger dans l'histoire parce qu'actuellement il y a 17 tomes en cours en France et 32 au Japon et c'est toujours en cours. Donc, voilà, le premier tome, je vous dis, c'est vraiment un tout petit bout de l'aventure. Alors il me semble que je l'ai oublié de le dire sur le berceau des mers, donc ce sera sûrement écrit. Et donc Shirafuro, c'est un josei, drame, jeu, romance, school life, side of life, tranche de vie. Voilà, j'ai bugué. Sport. En fait, on va suivre tout simplement 3 personnages. Donc tout d'abord le personnage principal qui s'appelle Ayase Shiaya. Alors, me demandez pas comment est-ce que Shiaya c'est devenu Shirafuro. J'ai lu le manga, j'ai toujours pas compris. C'est pas grave. En fait, tout simplement, elle a pas de rêve dans la vie. Son seul rêve, c'est de voir sa sœur devenir célèbre. Voilà, c'est son seul rêve jusqu'au moment où en fait elle découvre, elle voit quelqu'un lui propose, donc il me semble que c'est Wataya Arata, donc voilà, un autre personnage de ce manga, qui va lui proposer de faire une partie de Karuta. Alors le Karuta, c'est tout simplement en fait, vous entendez le début d'un poème et vous devez choper la carte qui correspond à la suite du poème. Voilà, ça m'a l'air... Ça a l'air tout gentil, tout mignon, mais c'est super violent dans ce manga, quoi. Voilà, c'est un genre de prince homme tennis, voilà, c'est un peu violent en fait au final le sport. Voilà, je suis mitigée, et en fait elle va découvrir que c'est ça en fait ce qu'elle aime, c'est ça ce qu'elle aime faire et tout ça. Surtout jouer avec ses 2 amis, donc le premier dont je vous ai déjà parlé, et le deuxième qui est Ashimashima. Voilà, ils vont jouer tous les 3, ils vont former une équipe. Mais voilà, le premier tome en fait se finit sur, ils sont dans un tournoi, ils veulent le gagner à 3. Mais voilà, le truc c'est que voilà, ils sont jeunes, ils sont quasiment en primaire il me semble, au début collège. Et en fait ils vont se séparer tout simplement parce que certains vont faire des études quelque part, d'autres vont faire des études ailleurs. Donc ils vont finir par se séparer. Donc je sais que dans la suite du manga en fait, on va tout simplement les retrouver quand ils seront plus grands, quand ils auront changé. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse dans ce manga là, même si le début est très très bien. Je peux pas vous en parler énormément parce que j'ai pas toutes les clés du manga pour l'instant, j'ai vraiment juste le tout début. Ikegami, préavis de mort, de Matoro Masae aux éditions Kaze, donc c'est un seinen, drame psychologique, science-fiction, thriller qui est terminé en 10 tomes, donc là j'ai la moitié. Et je sais pas vraiment quoi dire sur ce manga. Je vais vous faire un petit résumé puis après on en parlera. Tout simplement, en fait on va suivre l'histoire de ce personnage là principalement et en même temps on va pas la suivre. Ce personnage là s'appelle Fujimoto. Au Japon, il y a une loi, la loi du maintien de la prospérité nationale, voilà comme ça. Et en fait c'est que quand t'es en primaire ils te font une piqûre et un cas sur 1000, la piqûre est infectée d'une capsule qui va te faire mourir entre l'âge de 17 et 24 ans, quelque chose comme ça. Et en fait ce gentil monsieur là qui avait rien demandé, et ben lui il apporte des ikegami. Donc les ikegami en fait c'est le préavis de mort, c'est en gros tiens en fait ben, t'as la capsule en toi, t'as 24 heures, il te reste 24 heures à vivre, donc le métier est vachement joyeux. Le manga est mauvais, le manga est bon, il est pas horrible, mais je m'y attendais pas à ça, je m'attendais plus à un destination finale, en mode comment résister à la mort, parce que là en fait on va suivre donc lui qui donne les ikigami et ensuite on va suivre l'aventure un petit peu de celui qui meurt 24 heures après. Donc il y en a ils partent en live, il y en a ils font des trucs bien, il y en a ils font des trucs n'importe comment, voilà. Mais tout simplement je ne trouve pas d'attachement à ce manga, même s'il est sympathique, même si voilà il soulève plein de questions, plein d'interrogations, mais ce n'est pas un coup de cœur, donc franchement je lirai la suite parce qu'il me reste 5 tomes à lire. Mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi c'est pas ce que j'attendais, je pense que c'est pas un manga qui me correspond. Donc on va passer rapidement sur les romans. Donc le premier tome de Phobos de Victor Dixon qui était magnifique en fait, tout simplement. Ça parle de l'espace, c'est juste ouf en fait. J'ai pas vraiment de mots, j'ai du mal un peu à m'exprimer sur les romans. Mais tout simplement en fait on va suivre 6 filles, 6 garçons et principalement Léonore qui est donc le personnage principal qui a son passé, ses doutes. Et en fait tout simplement ils vont être filmés 24 heures sur 24 comme si enfin, c'est une énorme émission de télé-réalité. Et on comprend dès les premiers chapitres qu'il y a un gros problème avec la navette même si on ne sait pas quoi. Et voilà, c'est vraiment intéressant, c'est intriguant et je vous dis qu'une fois que vous êtes rentré dans l'histoire vers à peu près un quart du livre, vous allez plus en décrocher. Donc voilà, vous fiez pas au résumé parce que le résumé a l'air d'un secret story un petit peu dégueulasse, mais franchement c'est pas ça, c'est vraiment magnifique. Et la fin vous laisse en mode donne-moi le tome 2 tout de suite quoi, vraiment. C'est vraiment magnifique, je vous le conseille pour ceux qui aiment la science-fiction en fait. Et ensuite dans un autre registre, on a Kelana le tome 1 de Sarah J. Maas. Voilà, donc là c'est dans un autre registre, c'est plutôt dans la fantasy médiévale. On va suivre en fait Kielana qui est donc la meilleure assassineuse du pays et qui a donc été envoyée dans un camp de prisonniers, un petit camp d'esclavage littéralement. Et en fait elle va être sortie de là par le prince du roi qui l'a condamnée
pour être le champion du roi, parce que le roi a décidé de faire un tournoi géant pour décider qui serait son champion. Voilà, donc c'est des épreuves et puis à la fin c'est un duel. En fait, tout simplement, bon bah elle accepte parce que c'est sa seule chance d'avoir la liberté. Mais il va se passer tellement de choses. Des morts suspectes, des symboles bizarres, de la magie oubliée. Et le personnage de Kelaena est juste fantastique parce que c'est une fille... Waouh. Enfin voilà, j'aurais pu franchement me retrouver si j'avais été une assassineuse, ce qui n'est pas le cas. Mais franchement, le personnage de Kelaena est juste magnifique et ce livre était sublime. Donc voilà, je parle assez rapidement des romans, mais si vous voulez que j'en parle plus, il faudra me mettre un petit commentaire, un petit message sur Twitter ou sur Facebook, faites-vous plaisir. Bon ben voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse à la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je poste pas mal, sur Instagram qu'il faut vraiment que je me mette à jour. Et sur Facebook, il faut vraiment que je reprenne, mais principalement Twitter si vous voulez vraiment des infos, des sondages et tout ça. Et je vous laisse à la prochaine. Ciao!